Alors que les vacances d'été battent leur plein, eh bien, c'est que certains préfèrent partir à Pyongyang, en Corée du Nord, plutôt que sur des îles qui pourraient être paradisiaques. Voilà, c'est cette ligne aérienne qui a été rétablie entre Moscou vers Pyongyang. C'est embarquement immédiat, compris certains des passagers. Ce matin, le premier vol commercial en direct en provenant de Moscou à bord du Flight Radar 24, un Boeing 777 exploité par la compagnie aérienne russe Nordwell Airlines, a atterri à Pyongyang à 9h15, heure du matin. Première liaison, messieurs, aérienne de ce type depuis des décennies. Qu'est-ce que ça souligne pour vous, Michel Fayad? Ça souligne en fait la vitalité des relations entre les deux pays qui se sont développées depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et le fait aussi qu'il y ait de plus en plus d'échanges importants, notamment on parle maintenant de la construction de drones sur le sol russe et sur le sol nord-coréen. Et donc il pourrait y avoir des travailleurs, donc pas seulement des soldats qui sont déjà sur le front ukrainien, mais des travailleurs nord-coréens qui viendraient en Russie, et peut-être donc des entreprises russes qui irait peut-être investir dans un terrain vierge qu'est la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, c'est un pays qui est en fait fermé, communiste, et qui est un peu isolé du reste du monde. Et donc pour les entreprises russes qui font face aux sanctions dont on a parlé au début de l'émission, mais c'est peut-être un moyen de développer une activité économique et de gagner de l'argent. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte, et il y a une population qui est importante en Corée du Nord. Je ne sais pas combien il y a exactement de population, mais c'est un marché important pour les entreprises russes potentiellement. Pierre Ménard. Bien, je crois que c'est le signe de l'isolement, du relatif isolement de Moscou. Si vous voulez. Ils sont obligés de compter maintenant sur quelques alliés avec lesquels il faut bien établir des relations. Et parmi ces alliés, donc, alors il y a les amis comme la Chine, l'Iran, et là que la Corée du Nord, c'est vraiment un allié, puisque comme c'était dit, il y a des soldats il y avait des soldats sur le front. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais je pense que oui. Et donc il faut donner quelques gages à la Corée du Nord et établir. Alors je ne crois pas que ce soit des voyages touristiques à ce stade, encore que peut-être, je ne sais pas. Vraisemblablement pour cette premier atterrissage, oui. C'est peut-être des vols d'affaires, des voyages d'affaires. Parce qu'il y a quand même, effectivement, on parlait tout à l'heure des sanctions. Là, évidemment, il n'y a pas de sanctions entre Moscou et Pyongyang. Donc, les relations peuvent se développer. Et je dis, encore une fois, Moscou, aujourd'hui, la Russie ne peut pas compter sur tant d'alliés que ça. Il y a des pays qui sont plutôt neutres. On va dire, les membres des BRICS sont plutôt neutres. Mais là, avec la Corée du Nord, si vous prenez dans les résolutions de l'ONU, il y a 5 pays, je crois, ou 6 pays, qui ont voté contre, non pas seulement abstention, mais contre les résolutions condamnant l'invasion de l'Ukraine, dont, alors à l'époque, il y avait la Syrie, il y avait, je crois, un pays d'Amérique, je crois le Nicaragua, il me semble. Peut-être le Venezuela, l'Iran. Non, pas le Venezuela. L'Iran, en tout cas, c'est sûr. L'Éthiopie, peut-être, et la Corée du Nord. Donc, et d'ailleurs, alors, ils ont été rejoints en février 2025, donc pour le 3e anniversaire, ils ont été rejoints par un invité surprise, les États-Unis. Avec nous, en direct sur LCI, Arnaud Levaux, soyez le bienvenu, monsieur. Vous êtes spécialiste de la péninsule coréenne. Vous êtes également, monsieur, membre du comité d'orientation d'Asia Centre et enseignant à l'université Paris-Dauphine. Ce premier vol, depuis des années, qui relie maintenant Moscou à Pyongyang, qu'est-ce que ça laisse présager de cette relation bilatérale entre les deux pays ? Bien, c'est une accélération de la relation bilatérale parce qu'il y a déjà des liens entre la Corée du Nord et la Russie, notamment des vols hebdomadaires entre Pyongyang et Vladivostok. Et puis, le trafic ferroviaire a repris il y a quelque temps. Donc, en fait, on assiste plutôt là à une accélération des relations, mais c'est un message politique très clair de renforcement des relations entre les deux pays. Message politique très clair, vous dites, et jour historique salué par Moscou. Je vous propose qu'on les écoute. Vous allez pouvoir rebondir à ce qu'a dit Moscou. Regardez. C'est un événement historique qui renforce les liens entre nos nations. Il n'est plus nécessaire de se rendre en Corée du Nord depuis l'Extrême-Orient ou Moscou en train pendant 8 jours. Mais désormais, après 8 heures de vol, on est à Pyongyang. Arnaud Levaux, est-ce que c'est un partenariat qui peut s'inscrire dans la durée ?
Alors oui, et en même temps, il ne faut pas exagérer. La compagnie aérienne dit qu'elle a 2 slots hebdomadaires et que dans un premier temps, il n'y aura qu'un vol par mois. Donc c'est un trafic qui restera relativement limité, mais on peut compter à une arrivée assez conséquente de touristes russes par Vladivostok toujours pour expérimenter les nouvelles stations, que ce soit les stations de ski ou les stations balnéaires développées par le régime de Kim Jong-un. Vous restez avec nous, Monsieur Levaux, je reviens vers vous dans un instant. Messieurs, autour de ce plateau, quel est le signal envoyé au reste du monde? C'est intéressant si on prend un peu de hauteur, pour le coup, pas à bord de cet avion, mais peut-être un pas de côté. C'est quoi le message qui nous est envoyé, probablement à nous, l'Occident? Qu'il peut y avoir des relations entre des pays sous sanctions, qu'il peut y avoir peut-être une économie parallèle. Et ça, c'est quand même un signal qui est envoyé alors qu'on attend les 10 ou 12 jours dont on a parlé, où Donald Trump pourrait annoncer des sanctions très fortes contre la Russie. Mais la Corée du Nord a, elle, des sanctions aussi extrêmement importantes. Et on a vu quand même qu'elle est capable d'avoir la bombe atomique, elle est capable de fabriquer des équipements et des matériels militaires de performance pour soutenir la Russie sur le front de la guerre. Parce qu'en réalité, on a parlé, vous savez, ce week-end d'une possible troisième guerre mondiale, c'était un des sujets sur LCI. En réalité, on y est. Parce qu'on a une Ukraine qui est soutenue par l'OTAN et on a une Russie qui est soutenue par l'Iran, par la Corée du Nord. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas la guerre comme on la connaissait autrefois, où tous les pays étaient sur le champ de bataille. Néanmoins, la guerre est bien là, bien parce qu'au moins en termes de fourniture militaire. Oui, mais la différence, c'est qu'il y a entre la Corée du Nord et l'OTAN, c'est qu'il y a des troupes. Enfin, on a des troupes nord-coréennes. Et en fait, si vous voulez, assez longtemps, le seul pays avec lequel la Corée du Nord avait des relations, c'était la Chine, essentiellement. Donc, elle était complètement sous tutelle de la Chine. Donc, et la Russie, qui était à l'époque dont l'ambition était plutôt d'entrer dans le G7, d'être considérée comme une puissance par les Occidentaux, s'intéressait moins à la Corée du Nord. Et aujourd'hui, évidemment, avec cette rupture, que veut Poutine avec l'Occident collectif, avec l'OTAN, il faut se rapprocher de pays amis. Et puis, en même temps, du côté Pyongyang, peut-être, entre guillemets, rééquilibrer un peu, ne pas dépendre complètement de la Chine, mais aussi de la Russie. La délégation russe était à bord de cet avion pour l'occasion. Bien évidemment, il ne fallait pas manquer cette occasion aussi médiatique parce qu'on parle de cette guerre depuis longtemps maintenant. En 2022, ça fait déjà 3 ans. On va sur cette 4e année. Mais il y a aussi tout l'aspect médiatique de la guerre qui se joue aujourd'hui. Voilà, on est là, on est encore présent. Les sanctions, ça ne marche pas. Regardez, on a des alliés, etc. Et justement, cette délégation russe, elle a été aussi portée par Sergueï Lavrov, qui exprime aussi toute la puissance de la Russie autour de cela. On l'écoute ensemble. Regardez ce que dit très précisément Sergueï Lavrov. C'était le 12 juillet. Regardez. Nous sommes sincèrement reconnaissants aux dirigeants de la République populaire démocratique de Corée, à l'ensemble du personnel militaire, aux soldats et aux officiers qui ont fait preuve d'un excellent entraînement au combat et ont apporté une contribution très importante à la juste cause de la libération des territoires russes. Pendant longtemps, il y a eu sur ce terrain médiatique de la guerre en Ukraine avec la Russie des contre-vérités autour de qui étaient les alliés russes sur le terrain avec la Russie. Oui. Bon, on peut dire que cette fois, c'est assumé. Oui, il y avait bien des Nord-Coréens, c'est plus qu'assumé. Là, c'est clair. Et puis, il y a quand même la diplomatie de Lavrov qui est là depuis longtemps et qui a essayé tout au long depuis le déclenchement de la guerre et l'isolement voulu par l'Occident de la Russie, a quand même développé énormément de relations diplomatiques, et non seulement avec la Corée du Nord, mais beaucoup de pays africains, et souvent malheureusement au détriment de la France. Et donc il y a quand même cette intelligence diplomatique de sa part, même si on est ses ennemis, ses adversaires, mais qu'on doit obligatoirement reconnaître du fait de son relatif succès, en tout cas en Afrique, en Corée du Nord. Et parmi les BRICS. Et oui, parmi les BRICS. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique. Et vous parliez de l'Éthiopie qui est rentrée. L'Éthiopie. Deuxième pays orthodoxe au monde. Oui, entre autres. Mais en fait, si vous voulez, il a réussi quelque chose, Lavrov. Il a réussi à bâtir. Alors, il y a une distinction entre des pays qui sont plutôt, on va dire, amicaux, sympathisants, comme le Brésil, au fond, qui ne prend pas parti, qui dit qu'il faut que la guerre s'arrête. Nous ne prenons pas de sanctions.
et puis des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, qui sont beaucoup plus directement impliqués, qui livrent des armes, avec un grand point d'interrogation qui est la Chine. Parce que la Chine, en même temps, a dit qu'elle avait une amitié sans limite avec la Russie, mais... dit qu'il faut arrêter la guerre aussi. Veut arrêter la guerre. Et si vous remarquez quelque chose, c'est que c'est la grande différence entre la Corée du Nord et la Chine, c'est que dès qu'on parle de nucléaire, quand le mot nucléaire est prononcé, la Chine dit stop. Vous êtes toujours avec nous, Arnaud Levaux. Ces liens militaires entre la Corée du Nord et la Russie, alors d'abord, si on en doutait, ils sont bien établis. Et ensuite, est-ce que pour vous, c'est une relation économique comme les autres par ailleurs, qui est faite pour durer et s'inscrire dans le temps? Alors effectivement, les relations militaires ont été pleinement assumées aussi bien par les autorités nord-coréennes que russes. Quelques jours avant le défilé du 9 mai, on a même vu Kim Jong-un verser une larme au retour de dépouilles de soldats nord-coréens dans le pays et affirmer que son soutien serait sans faille à l'égard de la Russie et qu'il était prêt à envoyer de nouvelles troupes pour renouveler le contingent présent et compenser les pertes. Donc oui, la Corée du Nord, voilà une opportunité exceptionnelle pour elle de sortir de son isolement, de contourner les sanctions, d'avoir accès à des technologies, à des équipements, mais aussi à des ressources, qu'elles soient pétrole ou blé de la part de la Russie. Et elle se veut se présenter comme étant indispensable aujourd'hui à l'effort de guerre russe. Monsieur Levaux, vous expliquez effectivement la volonté de cette gouvernance de la Corée du Nord de devenir indispensable à la Russie, nous l'entendons parfaitement. Est-ce que les Coréens du Nord ont leur mot à dire? Comment est-ce qu'on envisage la suite des événements alors que je l'imagine, mais vous allez peut-être nous le confirmer, c'est déjà un pays qui est pas mal isolé de par de sa position politique, de son dirigeant très fort, assez compliqué, diraient certains. Que pensent les Coréens du Nord de tout cela ? C'est assez difficile de le savoir, d'autant plus qu'il y a toujours un temps de décalage entre les événements tels qu'ils se produisent et les annonces faites en Corée du Nord. Cela étant, après avoir essayé de cacher ou de ne pas mentionner l'envoi de troupes en Russie, au printemps dernier, la Corée du Nord a assumé pleinement cet acte. Donc, quel est l'avantage pour les Nord-Coréens? C'est d'abord que ça fait tourner à fond les usines d'armement du pays. Ça leur permet aussi de compenser peut-être des récoltes qui ne sont pas forcément très, très florissantes avec l'envoi d'une aide humanitaire russe. Et puis surtout, ça permet au pays d'engranger des devises très importantes avec le paiement des soldats, plus le paiement des équipements militaires qui sont vendus à la Russie. Donc pour elle, c'est une formidable opportunité. Et cela doit probablement se ressentir même à la marge pour la population. Merci beaucoup Arnaud Levaux d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui sur LCI. Messieurs, autour de ce plateau, cette histoire du jour, on le rappelle si vous venez de nous rejoindre sur LCI, cet avion, cette ligne aérienne qui est rétablie entre Moscou et Pyongyang. En réalité, est-ce que ça vous étonne? Non. Moi, je pensais que ça allait même être plus tôt. Et je pense que ça va se développer de plus en plus, parce que les deux pays en ont besoin. Donc ça a appelé à s'accentuer. Peut-être même qu'il y aura des vols commerciaux, non pas seulement depuis Moscou, mais d'autres villes russes. De la Russie? Oui, parce que la Russie, c'est quand même 17 millions de kilomètres carrés, 11 fuseaux horaires. Il y a quand même des activités économiques dans différentes régions russes. Et on pourrait voir d'autres vols commerciaux, donc d'autres destinations. Vous nous dites qu'économiquement, ce serait très intéressant pour les deux pays. Oui, parce que pour les Nord-Coréens, comme M. l'ambassadeur l'a rappelé, eh bien, il n'y avait que la Chine jusque-là comme partenaire commercial possible. Et pour les Russes, eh bien, sous sanctions, c'est un partenaire de plus où ils peuvent développer une... À privilégier peut-être. À privilégier peut-être, parce que finalement, il n'y aura que la Chine comme concurrente sur place. Il n'y a aucun autre pays. Pierre Ménard. Oui, pour répondre à la question de tout à l'heure, à savoir qu'en pense la population, c'est pas possible. Moi, j'entendais l'autre jour des témoignages, parce qu'il y a beaucoup de Coréens du Nord qui parviennent à quitter le pays et à s'exiler, notamment en Corée du Sud. Et là, ils témoignent. Et en fait, c'est une des dictatures les plus autoritaires, les plus totalitaires du monde, la Corée du Nord. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose, que c'est rapporté par un voisin, dit quelque chose du genre « ça, c'est pas bien », on voudrait pas seulement avoir des relations avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis, je ne sais pas. Donc,
aussitôt il est sanctionné, même une personne privée. Oui, et même si ce n'est pas dit en public. Hein, on ne rigole pas, la délation est très importante, les sanctions sont là. C'est une des dictatures les plus terribles, c'est beaucoup plus autoritaire que la Chine et la Russie.